Et mon intervention portera particulièrement sur la commémoration aujourd'hui de l'espace, de la commémoration pardon, de la mémoire et de la traite de l'esclavage dans l'espace public aux États-Unis sous la forme de commémorations diverses, de cérémonies, mais plus particulièrement par l'édification de statues, de statuaires figuratives, et voir comment les acteurs historiques qui ont participé à l'esclavage et qui ont résisté à l'esclavage, les grandes figures de l'abolitionnisme par exemple, sont aujourd'hui commémorées dans l'espace public aux États-Unis. Donc la spécificité de mon intervention, c'est qu'elle s'inscrit un peu, on va dire, en écho, en résonance avec un sujet qui est plus connu aujourd'hui du grand public, à savoir le débat autour de la présence de statues confédérées, notamment dans de nombreux États du Sud, qui ont suscité une certaine réaction, et de nombreuses voix se sont élevées pour demander justement le déboulonnage de ces statues. Oui. Donc je m'intéresse moi à un aspect qui est le pendant de cette mémoire confédérée dans l'espace public, à savoir est-ce qu'il existe aujourd'hui une mémoire de l'esclavage dans l'esclavage, voilà, dans l'espace public aux États-Unis, qui porte les revendications de cette mémoire, quelle forme prend-elle? Et donc mon intervention montrera que finalement le discours mémoriel s'inscrit dans un cadre assez spécifique qui est contraint par des variables politiques, économiques et également historiques. Tout à fait. Voilà, sur le domaine plus européen, plus francophone, plus français. Donc, vous savez que Frédéric Régent était le président du comité de mémoire de l'esclavage, et donc il a une expertise toute particulière sur ce sujet en tant qu'historien. Mais en particulier, il a également été approché dans un contexte français. Par exemple, il y a eu des demandes à Bordeaux où certains activistes ont demandé, par exemple, à ce que des noms soient renommés, car elles rendaient hommage à des grandes figures historiques françaises qui étaient impliquées dans la traite. Donc il aura aussi cette expertise, mais avec un regard plus francophone sur la question. Je comprends. Voilà. Le 24 février 1848, la Révolution met fin à la monarchie de Juillet. Le gouvernement provisoire déclare « Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ». Le 27 avril 1848, le décret d'abolition définitive est signé et appliqué par Victor Schœlcher, alors secrétaire d'État à la Marine et aux colonies. Mais à leur manière, les esclaves accélèrent le mouvement. En Martinique, le point de départ vient de l'esclave romain. Un esclave employé sur l'habitation des champs entre Saint-Pierre et le prêcheur. Ce dernier joue au tambour, et ce malgré l'interdiction de son maître. Il est jeté en prison. La nouvelle se propage, le châtiment apparaît injuste, et dans un contexte d'ébullition et de forte tension, c'est l'insurrection. La révolte des esclaves se propage sur toute l'île le 22 mai, révolte soutenue par les mulâtres Pourri-Papi et Cyril Bicêtre. On parle alors de plus de 2000 esclaves. Elle précipite la proclamation de l'abolition, abolition qui sera officialisée le lendemain par le gouverneur Rostolan. Le décret officiel arrive en Martinique. Laurence, reprécisez-nous quel est votre poste en fait. Vous enseignez à l'université de Montpellier. Voilà, à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et donc je suis maître de conférences en civilisation américaine. Donc mes recherches portent plus spécifiquement sur l'esclavage et donc sur l'histoire au XIXe siècle, et plus particulièrement sur l'histoire des libres de couleur, à savoir des esclaves qui ont été émancipés et qui ont constitué une catégorie juridique qu'on appelait les personnes de couleur libre. D'accord, ok. Vous pourrez vous procurer le livre de Frédéric Régent, Les maîtres de la Guadeloupe, propriétaires d'esclaves 1635-1848, et vous le faire dédicacer sur le site divergence-fm.org. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Jamono jijefanya sigile wow bulen ragal di wax deug li rek mo am solo su ngeen di bëgge mu leer ñaan waxal